Alors, bonjour encore une fois à tous et à toutes. Je me sens légèrement imposteur de cette présentation. Pour certaines d'entre vous, vous le savez, je suis spécialiste de l'art contemporain et là, je présente ici un sujet qui m'habite quand même depuis quelques années. Et d'ailleurs, certaines d'entre vous m'avaient entendu en parler dans d'autres contextes, qui est celui de Jacques-Louis David. Par ailleurs, évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse, même si je suis plutôt contemporanéiste à d'autres heures. Durant près d'un an, du 26 mai 1824 au 4 mars 1825, Jacques-Louis David expose dans un appartement parisien l'œuvre Testament, Mars désarmé par Vénus. Pour cette exposition, David exploite deux stratégies dans le but que le public s'identifie à son œuvre. La première, que je vais me limiter d'énoncer et que je nommerai pour les besoins la stratégie du manque ou de l'absence, offre une explication de l'engouement qui a entouré le vol de la Joconde un siècle suivant. Si l'absence d'une œuvre qui devrait être montrée mène à renouveler le regard sur ce qui, par habitude, passe inaperçu, comme le propose Darian Leder, l'attente entourant l'arrivée de Mars désarmé par Vénus en sol parisien est documentée. L'œuvre, qui avait d'abord été exposée à Bruxelles et qui s'était value des critiques élogieuses, était attendue à Paris. David était d'ailleurs reconnu pour l'emploi de cette stratégie dans l'exposition du Serment des Horaces au Salon de 1885. La gravure de Marigny laisse croire à la présence du tableau durant toute la durée de l'événement. Pourtant, il n'en est rien. Le Serment des Horaces manquait pour l'essentiel, n'étant exposé que 4 jours avant la fermeture, en générant, et là je reprends les termes ici de Didier Prioul, donc je suis très contente, M. Prioul, de vous voir avec nous aujourd'hui, un coup d'éclat qui assurait l'anticipation. La deuxième stratégie d'identification aux œuvres par le public, que je nommerais pour les besoins celle du dédoublement, fera l'objet de cette communication. Elle a été exploitée à 3 reprises par David à l'aide d'un miroir qu'il accroche en vis-à-vis des Sabines, d'abord dans son atelier du Louvre entre 1799 et 1805, du Sacre de Napoléon, ensuite, toujours dans son atelier, mais celui de l'église Cluny, maintenant en 1807, et de Mars désarmé par Vénus, enfin dans l'exposition parisienne de 1825, et vous avez ici les 3 tableaux côte à côte. Chaque fois, David paraît vouloir amener un public distinctif à se reconnaître dans le tableau. D'abord, le peuple français, dans les Sabines, ensuite des individus de haut rang, dirons-nous, dans le Sacre, et enfin, les élèves de l'école de David, ses propres élèves dans Mars désarmé par Vénus. Cette communication va considérer tour à tour ces 3 œuvres, surtout le contexte de présentation et l'usage du miroir qui est fait, afin de déterminer d'une part les principaux moyens par lesquels l'identification aux œuvres est rendue possible, et d'autre part l'effet interprétatif qui en résulte. L'exposition des Sabines associe au temps long de l'exposition permanente le caractère événementiel de la grande exposition, ce dont témoigne la fréquentation qui était impressionnante pour l'époque d'environ 50 000 visiteurs. Les Sabines sont présentées seules à l'exception d'ajouts ponctuels. David met en œuvre une véritable pensée sur l'exposition avec l'imposition d'un coût d'entrée, la production d'un livret explicatif que je vous montre sans le présenter véritablement, ce qui est un point aveugle de cette présentation, puisque plusieurs choses pourraient être dites sur ce livret. Mais plus important ici, pour nos besoins, l'exploitation d'un contexte événementiel et d'un miroir. Le contexte aide à rejoindre en grand nombre les gens du peuple, tandis que le miroir favorise leur identification à l'œuvre. Une identification que soutient implicitement ce livret et les textes qui le composent. Pardon. L'environnement dans lequel s'inscrivait l'exposition des Sabines était celui d'un musée nouvellement ouvert. Ici, vous avez cette fameuse œuvre d'Hubert Robert, qui deviendra le Louvre et qui exposait les chefs-d'œuvre confisqués et nationalisés. C'était aussi celui des salons, une gravure de Martini montrant le salon de 1787, donc ces rendez-vous annuels qui interpellaient depuis longtemps les artistes, les nobles, l'élite intellectuelle. C'était aussi, mais depuis peu, celui des foires, avec l'exposition des produits de l'industrie qui rejoignait plus spécialement les bourgeois et les marchands. Cet environnement hétéroclite se renouvelait continuellement, faisant du Louvre un lieu d'activité effervescent, comme en témoigne l'année 1801, où l'ensemble réuni forme une sorte de parcours. Donc, on a l'exposition des œuvres de collection dans la Grande Galerie,
le salon carré, ici où se tient le salon annuel, la cour intérieure où se tient l'exposition des produits de l'industrie française, et enfin, ici, l'atelier de Jacques-Louis David. Donc, pour la première fois, donc, ce qui crée un parcours un peu comme ceci, pour la première fois, donc, dans la Ville Lumière, tout concourt à irriguer les foules vers l'exposition des Sabines, qui exploite avant l'heure de principaux principes du blockbuster. Les Sabines furent mises en vis-à-vis d'un grand miroir. Probablement, il s'agit d'une information qui ne peut pas être confirmée hors de tout doute, mais la majeure partie des chercheurs s'étaient intéressés à la question, penche pour un grand miroir plutôt qu'un petit miroir, qui aurait été installé donc en vis-à-vis du tableau à l'extrémité opposée pour que le public s'y reflète entièrement. Selon cette lecture, donc cet usage du miroir, le public pouvait pour la première fois dans une exposition se regarder grâce au dispositif en s'observant à côté de personnages grandeur nature. On l'invitait d'abord à regarder l'œuvre de près pour apprécier la qualité des détails, puis à s'éloigner pour voir l'œuvre dans son ensemble et à s'oublier encore pour prendre part à l'œuvre, donc de se voir dans l'œuvre à travers le miroir. Pour Pierre-Jean-Baptiste Chaussard, le ton des figures était tel dans ce tableau de David qu'il se confondait véritablement avec celui des spectateurs. Mais avec quoi les visiteurs étaient-ils amenés à se confondre? Pour répondre à cette question, il faut considérer évidemment le sujet du tableau. Les Sabines montrent à la population un événement de l'Antiquité légendaire, les origines de l'Empire romain. Il s'agit d'un moment où les Sabins viendraient reconquérir leurs femmes et leurs filles qui ont été kidnappées 2 ans plus tôt par les Romains et où un combat est sur le point de s'enclencher entre les deux groupes, les femmes et les filles s'interposant dans le but de conclure la paix. D'après l'interprétation généralement acceptée de Chaussard, selon laquelle les Sabines sont métonymiques, David s'adresse au peuple français en traitant du présent via le sujet mythologique. La scène peinte servirait à mettre en image l'urgence de la réconciliation après les événements déchirants de la Révolution française. Au printemps 1796, Meyer visite à propos l'atelier de l'artiste qui aurait soutenu cette lecture, disant exécuter le tableau afin, et je cite ici David, ou Père Meyer, que sa patrie cesse de sacrifier ses enfants à l'horrible guerre. L'usage d'imagerie populaire pour la composition, donc l'illustration Combat pour le corps de Patrocle de l'Iliade, illustrée par Flaxman de 1703, et cette caricature de James Gillray, Le péché, la mort et le diable de 1792, favorise aussi cette perspective présentiste. En somme, l'adresse à la population s'opère par un procédé de transposition narratif et visuel qui est à la fois simple et accessible. Le sacre est pour la première fois exposé lui aussi dans l'atelier du peintre. Le tout public n'est en revanche pas invité à se masser pour apprécier la scène épique. Les visiteurs sont au contraire triés sur le volet. Ce sont les personnes de haut rang, celles qui ont ou qui auraient pu assister au couronnement. L'élitisme de l'expérience, immersive et ainsi orchestrée par David, se compare à celui du lancement, du vernissage qui se fait sur invitation. L'expérience de se voir, même de se revoir au temps du couronnement, atteste du statut social et a une fonction politique, en plus d'une fonction mémorielle. Contrairement aux Sabines, l'identification n'est pas rendue par la mythologie, mais par le réalisme de l'histoire récente qui est représentée. Les critiques de l'époque louangent unanimement ce coup de maître, dit-on, du réalisme idéal. En outre, la Gazette de France du 6 décembre 1807, il est écrit, et je cite, « Dans le moment où l'impératrice reçoit la couronne, l'imagination enchantée des spectateurs saisit à la fois 2 tableaux. Les personnages se détachent si bien les uns des autres, et de l'édifice même, l'autel de la basilique métropolitaine, le groupe de sculptures qui lui sert de tableau, la croix et les chandeliers de vermeil dignes présents du monarque, et jusqu'au degré de l'autel, tout est peint dans une prose si vraie et avec une si parfaite ressemblance qu'en se supposant placé à la porte latérale du sanctuaire du côté de la sacristie, on se voit tenté de se croire seul dans le cœur en attendant l'arrivée du cortège. » Cet article est un témoin précieux de l'exposition d'atelier en préouverture du salon qui, quelques mois plus tard, va révéler le sacre aux yeux de tous. Et je vous montre ici donc une gravure montrant Napoléon félicitant David
lors de l'exposition en salon. Cet écrit est la seule publication, du moins que l'on a retracé jusqu'ici, à retracer donc l'effet du miroir dans la réception de l'œuvre. L'efficacité du dispositif à donner vie au tableau y est par ailleurs révélée. Je cite encore ici, l'effet de ce tableau est plus sensible encore quand, après l'avoir considéré de tous les points de vue, on se retourne tout à coup vers une glace qui est placée exprès vis-à-vis pour en doubler la distance. C'est plus en quelque sorte une peinture que l'on voit, c'est une scène animée. Ce sont des personnages parfaitement détachés qu'on croit voir en mouvement. En somme, contrairement aux Sabines, le contexte et le dispositif visent un public sélect qui est concrètement transposé dans le tableau. J'y étais, j'y suis, voilà sans doute ce qu'on dirait, voilà sans doute ce que dirait le miroir si on parlait en son nom. Mars désarmé par Vénus est, nous l'avons dit, la dernière œuvre de David et la dernière à être considérée dans cette communication. De son vivant, Mars désarmé par Vénus est exposée à 2 reprises du vivant de David. Elle est d'abord présentée seule en 1824 au Musée de Bruxelles et sert de levée de fonds au bénéfice d'établissements de charité. Les dons amassés, soit plus de 1 349 francs, ne sont, dit-on, pas proportionnés au grand nombre d'amateurs qui se sont empressés à venir. Cette exposition du tableau populaire et obtenant des critiques élogieuses est ensuite organisée et présentée la même année à Paris par le fils de Jacques-Louis David, Eugène David, le fils du peintre. Pour cette seconde présentation, l'artiste demande à trouver plusieurs salles d'exposition pour mettre en contexte son, et je cite David ici, son dernier adieu à la peinture. L'enfilade des 3 pièces de l'appartement ici choisi sert l'établissement d'un parcours rétrospectif articulé en 3 temps. D'abord, les visiteurs sont amenés dans la première salle de l'appartement à voir une sélection d'œuvres des premières années que le peintre vieillissant avait toujours à portée de main, donc soit des œuvres qu'il avait en sa possession ou qu'il était aisé pour lui d'emprunter. Le corps d'Hector de 1778, la copie de la scène selon Valentin de 1779, Patrocle de 1780, la douleur d'Andromaque de 1783 et en fait, en dernier, une esquisse des Sabines, mais on ne sait pas encore exactement laquelle, donc il s'agit d'une information qui demeure à trouver. J'en ai mis 2 ici qui pourraient avoir été exposées. La deuxième pièce d'appartement singularise Mars désarmé par Vénus, qui est présentée seule sur l'un des murs. Donc, il s'agit ici d'une stratégie de singularisation qui est employée également avec le sacre et avec notre premier exemple. Donc, sur l'un des murs qui sont couverts d'un drapé vert en vis-à-vis d'un miroir. Et je vous présente donc l'œuvre qui est actuellement présentée au Musée royal des beaux-arts de Belgique. Donc, ce serait à vérifier, mais qui est sur un fond vert qui probablement est lié à cette couleur qui a été exploitée de l'époque de David. Tout porte à croire que cette exposition ciblait les élèves de l'école de David, faute d'accéder au maître qui était maintenu en exil, comme le relate cet extrait d'article publié par l'imprimerie Richonne. David, quoique éloigné, ne pouvait rester indifférent à la gloire de l'école française et ne pouvant plus, comme par le passé, guider ses nombreux élèves dans ses doctes conseils, il a voulu, dans un dernier ouvrage, leur montrer le but vers lequel devaient se diriger tous leurs efforts. L'élève était exposé en raccourci à la carrière du maître, à ses débuts et à sa fin, pour être ensuite amené à méditer sur son parcours singulier. De se voir dans la glace aux côtés de personnages, à côté des personnages du tableau l'amenait à se reconnaître dans l'Olympe, tout en songeant aux principaux débats de l'époque sur la peinture française. Mars désarmé par Vénus juxtapose en effet 3 catégories esthétiques qui faisaient alors débat et qui ont marqué la carrière de David. Le beau idéal, représenté par la figure de Cupidon, le beau réaliste, représenté par celle de Mars et de Vénus, et le réel, qui incluait la laideur, dit-on, la banalité, donc que figurent les 3 grâces. Le miroir avait de plus pour intérêt de réfléchir l'œuvre sans son cadre, ce qui avait pour effet de la figurer flottant. L'effet optique qui était obtenu par ce retrait du cadre, couplé à la composition céleste et son rappel chromatique dans le drapé, suppose un soin particulier porté à la mise en espace. Elle pouvait donner l'impression à qui se voyait dans la glace
de lui-même flotter dans la scène. Cette réflexion pouvait de plus être un dernier adieu orchestré par David pour ses élèves, grand organisateur de cérémonie. Il avait préparé les funérailles de Marat, notamment. David avait pu chercher ici à dire un dernier au revoir, comme le suggère encore l'extrait d'article publié dans le Constitutionnel. Chacun s'est porté et se porte encore rue Richelieu pour voir le dernier tableau du célèbre peintre. Et de toutes les voix se sont réunies pour proclamer ce tableau un chef-d'œuvre. Les artistes eux-mêmes, jugeant leur maître exilé, comme ils le jugeraient s'il n'était plus, ont eu unanimement exprimé leur admiration et on entend dire de toutes parts que la dernière production de David est la plus belle. En somme, comme le sacre, le contexte et le dispositif de Mars des armées par Vénus ciblent un public au profil distinctif, mais la visée de l'exercice diffère. Elle n'est pas une célébration du moment présent, elle est prospective, elle est réflexive. Dans les Sabines, le peuple est amené à se visualiser dans un tableau de style beau idéal. Dans le sacre, des personnes de haut rang sont conviées à se figurer dans un tableau de style réaliste idéal. Dans Mars des armées par Vénus, les élèves de l'école davidienne sont quant à eux amenés à se mesurer à un tableau combinant ces deux styles à un troisième, le réalisme. Je reprends ici les catégories de Dorothy Johnson dans son ouvrage sur l'évolution stylistique de David. Cette association d'une approche stylistique distincte à un public varié favorise l'expression du second propos, qui n'est pas représenté dans les tableaux, mais qui est suggéré via la réflexion. L'expression d'un monde idéal dans les Sabines, c'est-à-dire celui d'une réconciliation qu'il faut souhaiter pour tous au lendemain de la Révolution. L'expression de la réalité idéale dans le sacre, c'est-à-dire celle du pouvoir en place maintenu par une minorité. Et l'expression d'un monde plus complexe peut-être, dans Mars des armées par Vénus, soit celui dans lequel l'artiste chemine et doit parfaire son art s'il veut être consacré. Ainsi, avec le dispositif du miroir, David télescoperait à des récits historiques des corps, à des fins moralisatrices relevant de l'évolution des mentalités, de leur renforcement ou de leur dépassement. La part de Jacques-Louis David au domaine de l'exposition n'est à ce jour pas reconnue à sa juste valeur. L'histoire de la rétrospective s'est faite sans son apport, tandis que l'emploi du miroir gagne à être considéré davantage dans l'évolution des dispositifs expographiques. Ces apports du peintre au champ de l'exposition aident pourtant à retracer par un cas exemplaire l'évolution de la relation qui est établie entre l'œuvre et le visiteur, des débuts du musée moderne jusqu'à nos jours. Valérie Cazé schématise en 3 temps cette évolution que j'aimerais reprendre très librement en conclusion pour l'appliquer au cas davidien du miroir. Cazé va parler d'un temps légiférant, celui de l'exposition à l'époque de David et de ses contemporains, d'un temps interprétant, celui de l'exposition qui gagne en importance au cours des années 70, et enfin, un temps performatif qui marque notre millénaire. L'exposition légiférante propose une expérience supposément directe entre l'œuvre et le visiteur sans qu'intervienne de médiation muséale. C'est ce qu'on voit ici, une relation directe du public vers l'œuvre. Il s'agit d'un modèle qui illustre pour l'essentiel une exposition qui émerveille, si on reprend les termes de Werner Hoffmann, un modèle qui était dominant à l'époque de David, je l'ai dit, et dans lequel le public était amené à apprécier les œuvres pour leur sujet, leur composition, en fonction de leurs connaissances préalables, donc sur les légendes mythologiques ou sur la politique, dans le cas qui nous concerne. Ce modèle d'une réception supposément directe s'applique dans les 3 cas considérés si on fait abstraction du livret explicatif et du miroir. L'expérience interprétative, elle, mène le public à voir l'œuvre à partir de l'interprétation qui lui est fournie. Il est, pour sa part, exemplifié par le livret des Sabines, dans lequel David donne des explications, des pistes de lecture et d'interprétation de son tableau, mais n'est pas utilisé dans les autres dispositifs élaborés par l'artiste. Il s'agit d'un modèle qui est illustré à l'aide de ce schéma que je vous montre et qui est très présent dans le milieu muséal depuis les années 70 tout particulièrement, où il y a un accompagnement interprétatif. Ici, les termes interprétation et médiation sont considérés comme synonymes et dans lesquels, donc, l'œuvre est amenée à être appréciée à partir du filtre interprétatif qui est fourni par l'institution. L'expérience performative est celle qui nous intéresse davantage en offrant un cadre conceptuel à l'opérativité des miroirs dans les expositions de David.
Selon Cazé, l'attention récente portée à l'histoire sociale aurait favorisé l'élargissement des perspectives interprétatives des œuvres exposées et ce faisant encourager l'expression d'idées plus créatives. La médiation muséale, qui dépendait traditionnellement de l'œuvre, évoluerait actuellement vers une médiation in situ privilégiant l'expérience, reposant davantage sur l'humain, ce qui se traduirait dans le schéma suivant que l'on voit. Le sujet est amené à s'identifier à l'œuvre à l'aide de stratégies qui sont interprétatives, mais qui favorisent une identification du visiteur à l'œuvre. Donc, si on applique, et c'est vraiment là-dessus que je termine, ce modèle au cas de David, voici ce que l'on a, c'est-à-dire des publics bien ciblés, en plus du grand public, qui sont amenés à apprécier bien sûr les œuvres à l'aide d'un outil interprétatif, mais qui a, lui, pour fonction spécifique d'amener le public à s'identifier aux œuvres. Donc, une relation directe, mais avec un filtre qui génère donc une identification. Selon ce dernier modèle, on peut mesurer l'importance accordée par David au profil des individus amenés à se mirer dans la glace pour donner vie à ses œuvres. Les miroirs sont avant l'heure déterminants dans l'interprétation des tableaux, dans la mesure où David a déterminé leur présence dans le dispositif. Selon les recherches, David est le premier à le faire sciemment, c'est-à-dire à initier une expérience performative dans l'exposition. Merci.